Le murmure du tribunal emplissait la salle ce matin-là, mais les mots de Monsieur Dubois, cinglants et pleins de mépris, résonnaient surtout en moi comme un écho lointain. Ma femme n'a même pas d'avocat. Elle peine à payer son loyer dans le 18e arrondissement de Paris. Il prononça cela avec une assurance inébranlable, ignorant la complexité de ma vie, une ignorance qui, ironiquement, avait commencé avec une phrase bien plus douce, prononcée des années auparavant. Et quelques milliers d'euros que tu gagnes ne valent pas ton énergie, ma chérie. Laisse-moi prendre soin de tout. À l'époque, je n'avais rien répondu. Mon silence n'était pas un aveu de faiblesse mais le début d'une longue observation, patiente et douloureuse, d'un homme qui croyait avoir mesuré ma valeur à l'aune de ce qu'il me retirait. Il pensait me connaître, me cerner, me réduire à ce qu'il voulait que je sois. Il a fallu que tout s'écroule, que chaque façade tombe, pour que la vérité devienne aussi palpable que le froid marbre de cette salle. Ce jour-là, au tribunal, il n'a pas seulement rabaissé une femme. Il a dévoilé l'essence de son erreur la plus profonde. J'avais 58 ans ce matin-là, assise seule au tribunal de grande instance de Paris, au milieu d'un bourdonnement qui m'atteignait à peine. Seule une voix résonnait dans ma tête, un rire cruel et écho, celui de mon futur ex-mari, Monsieur Dubois. Il était là, dans son costume marine sur mesure, le dos appuyé avec une arrogance qui me faisait frissonner. Il souriait, comme si cette salle entière n'existait que pour applaudir son triomphe. « À votre honneur », annonça-t-il, d'une voix assez forte pour que chaque personne présente puisse l'entendre. « Ma femme n'a même pas d'avocat. Elle peine à payer son loyer dans le 18e arrondissement de Paris. Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi nous perdons le temps du tribunal. » Des rires étouffés se propagèrent derrière lui. Même son avocat, Maître Leclerc, esquissa un sourire, tapotant son stylo main blank sur une pile de documents impeccables. Des documents préparés pour déchiqueter ma vie. Je serrai la lanière effilochée de mon sac à main, acheté dans une boutique d'occasion, mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que ma respiration se faisait courte. J'avais répété toutes les réponses possibles, chaque plaidoyer, chaque façon de me défendre. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Monsieur Dubois voulait une humiliation publique, et il l'obtenait. Mes joues brûlaient. Sa maîtresse, assise avec suffisance derrière lui, murmura assez fort pour être entendue, pauvre chose. Peut-être que quelqu'un pourrait organiser une collecte de fonds pour elle. Une vague de chaleur inonda mes oreilles. J'avalai ma salive, luttant contre le tremblement de ma voix. « À votre honneur, je... » Mais avant que je ne puisse prononcer un mot, Monsieur Dubois me coupa avec une main levée, comme pour faire taire une enfant. Là elle fait perdre le temps de tout le monde. Finalisons cela. J'ai une réunion de conseil d'administration dans 1 heure. Son arrogance emplissait la pièce comme une fumée épaisse, étouffante, impossible à fuir. La juge leva son stylo. Si la partie défenderesse n'a pas de représentation, nous allons poursuivre. C'est à cet instant précis que les lourdes portes de la salle d'audience claquèrent. Toutes les têtes se tournèrent. Un homme grand, vêtu d'un costume anthracite, entra. La tour Eiffel brillait derrière lui, à travers le couloir vitré. Il avançait avec une autorité calme qui fit instantanément taire la pièce. Ma respiration se coupa, car je n'avais aucune idée de qui il était. Il s'approcha du pupitre du juge, déposa une mallette en cuir, et dit d'une voix ferme qui fendit le silence, « Votre honneur, je représenterai Madame Lambert à partir de cet instant. » Le sourire de Monsieur Dubois se figea en pleine victoire, et toute la salle d'audience éclata en murmures stupéfaits. Je restai figé, tandis que cet homme mystérieux se tenait entre moi et la destruction que Monsieur Dubois avait si méticuleusement préparée. Je n'osais pas respirer. Pendant 3 mois, j'avais mené cette bataille seul. Sans avocat, sans argent, sans aucun soutien. J'étais entré dans cette salle d'audience comme un agneau mené à l'abattoir. Mais maintenant, toute la pièce me regardait comme si j'avais déchaîné une arme qu'il n'avait jamais vue venir. La juge leva un sourcil. « Et vous êtes ? » « Monsieur Antoine, votre honneur, » répondit l'homme avec aisance, lui tendant sa carte.
Avocat inscrit au barreau pour Madame Lambert. À effet immédiat. Des murmures de surprise parcoururent la salle. Même l'avocat de Monsieur Dubois se redressa, la reconnaissance crispant sa mâchoire. Monsieur Antoine n'était pas seulement un avocat. Il était l'un des litigateurs les plus redoutés de la défense. Un homme connu pour démanteler des empires de plusieurs milliards d'euros avec un sourire calme et une pile de preuves dérangeantes. Mais je ne l'avais jamais vu auparavant. Mon cœur battait de confusion. Pourquoi était-il ici? Pourquoi moi? Monsieur Antoine se tourna vers moi, sa voix s'adoucissant. Evelyne, je suis là pour aider. Vous n'êtes plus seul. Je le regardais, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer, sentant une petite flamme d'espoir s'allumer en moi, timide et incertaine. Je me souviens de l'année de nos noces, c'était le début d'un printemps parisien, léger et plein de promesses. J'avais 30 ans à l'époque, et la vie me semblait alors une page blanche que Monsieur Dubois allait si joliment illustrer. Notre rencontre avait eu lieu par hasard, un après-midi gris, dans une galerie d'art du Marais. Je m'étais attardé devant une toile impressionniste, cherchant une échappatoire à ma solitude discrète. C'est là que j'ai vu Monsieur Dubois pour la première fois. Il était déjà un homme d'affaires en vue, son nom commençait à résonner dans les cercles de la défense. Il avait cette aura, ce charisme que l'on ne peut ignorer. Son costume impeccable, son regard perçant, son sourire. Il dégageait une assurance qui m'avait immédiatement intrigué, puis séduite. Il m'avait approché avec une courtoisie exquise, son regard posé, ses mots choisis. Il parlait avec une éloquence que je n'avais jamais rencontrée. Il m'avait fait rire, ce jour-là, un rire franc, oublié depuis longtemps. Je venais d'une famille modeste, sans éclat. J'étais habitué à une vie simple, presque effacée. Monsieur Dubois, lui, représentait tout ce qui brillait. Il m'a courtisé avec une intensité que je n'aurais jamais imaginée. Des dîners somptueux dans des restaurants étoilés de Paris, des week-ends impromptus sur la Côte d'Azur. Il m'envoyait des fleurs tous les jours, des bouquets de roses pâles, exactement comme je les aimais. Une fois, je me souviens, il m'a offert un collier de petites perles de diamants, une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ma chérie, m'avait-il dit en le passant autour de mon cou. Mais tu mérites tout ce qu'il y a de plus beau. Ses paroles étaient des caresses, ses gestes, des promesses. Je me sentais comme l'héroïne d'un conte, une Cendrillon qui avait trouvé son prince. Peu à peu, je me suis laissé envelopper par cette vie luxueuse, par cette attention constante. J'ai cru, naïvement, que cet amour était ma destinée. Il m'a appris à voir le monde à travers ses yeux, à apprécier les choses raffinées, les grands vins, les voyages lointains. Mais parfois, au détour d'une conversation, une petite ombre apparaissait. Il suggérait des choses. Ma chérie, cette robe te va si bien, mais peut-être que le bleu marine te donnerait un air plus professionnel, tu ne penses pas? Ou bien, concernant mes amies, elles sont charmantes, mais ne trouves-tu pas qu'elles manquent parfois un peu d'ambition? Des mots doux, toujours, mais qui laissaient derrière eux un léger malaise, un sentiment d'être doucement guidé, façonné. Je mettais ça sur le compte de son amour, de son désir de me voir briller. Je réduisais mon cercle d'amis, mes centres d'intérêt, sans même m'en rendre compte. Monsieur Dubois était mon univers. Il semblait que mes propres couleurs s'estompaient, lentement, pour mieux refléter les siennes. Ce n'était qu'un frisson, une petite alerte. Je l'ignorais, bercé par l'illusion de notre conte de fées, pensant que le bonheur, enfin, m'avait trouvé. Les premières années, ces petits signes étaient à peine perceptibles, comme des grains de sable portés par le vent. Puis, au fil du temps, ces grains sont devenus une plage, puis une dune, m'isolant petit à petit du reste du monde. Monsieur Dubois avait cette manière si douce et convaincante de tout organiser, de tout décider, toujours pour mon bien, disait-il. J'avais un travail que j'aimais, simple mais qui me donnait un sentiment d'utilité. Il a commencé par dire, ma chérie, ton travail est si stressant. Avec ma position, tu n'as pas besoin de ça. Repose-toi, profite de la vie. Puis,
quelques milliers d'euros que tu gagnes ne valent pas ton énergie. Laisse-moi prendre soin de tout, tu n'as pas à t'en soucier. » Ces mots, d'abord, résonnaient comme une libération. Je me suis retrouvé à la maison, libre de mes journées, mais avec le temps, cette liberté s'est transformée en une cage dorée. Mes amis, celles que j'avais avant Monsieur Dubois, ont commencé à s'éloigner. Il avait toujours une bonne raison pour qu'on ne les voie pas. Evelyne est fatiguée aujourd'hui, elle a besoin de repos. Ou bien, nous avons un engagement important, ce n'est pas le moment de voir tes vieilles connaissances. Peu à peu, les appels se sont faits plus rares, les invitations ont cessé. Je n'avais personne à qui parler, personne pour partager mes doutes, mes petites joies, mes grandes peines. Ma famille, elle, avait été brisée des décennies plus tôt. Mon frère, Monsieur Antoine, avait disparu quand j'avais 9 ans. Tout le monde disait qu'il était parti pour toujours. Cette blessure ancienne restait ouverte, un rappel constant que j'étais seul, sans filet. Je n'avais pas de parents sur qui compter, ni de cousins proches. J'étais une île, et Monsieur Dubois était mon seul rivage. La dépendance financière a suivi. Au début, c'était subtil. Il gérait toutes nos finances. Tu n'as pas à te soucier de ces choses complexes, ma chérie. Je suis là pour ça. Puis, les cartes de crédit étaient, pour nos dépenses communes seulement, et l'argent liquide devenait une faveur qu'il m'accordait, non un droit. Je demandais pour une nouvelle robe, un livre. Il disait oui, bien sûr, mais le ton, le regard, me faisait sentir redevable, petite. Et puis, il y avait ces mots, ceux qui s'insinuaient, qui rongeaient ma confiance en moi comme l'eau ronge la pierre. « Tu es inutile sans moi, Evelyne. Regarde comme tu es pathétique. » Ou encore, « Tu es trop sensible, tu ne comprends rien aux affaires. » J'ai commencé à croire ces mots. Je me sentais lourde, incompétente, vide. Je n'étais plus la femme que j'avais été. J'étais devenue une ombre, une extension de Monsieur Dubois. Une chose qu'il pouvait manipuler à sa guise. Mes pensées s'embrouillaient, ma mémoire me jouait des tours. J'étais un coquillage vide, échoué sur une plage désertée. Le silence qui m'entourait n'était pas apaisant. Il était assourdissant, rempli de mes propres doutes et de ces paroles qui me dévalorisaient. La solitude et le doute étaient déjà des compagnons fidèles, mais une nouvelle ombre, plus froide et plus tranchante, a commencé à s'étendre sur notre vie. Monsieur Dubois a commencé à s'absenter de plus en plus souvent. Ses explications étaient vagues, ses voyages d'affaires se multipliaient, ses soirées tardives devenaient la norme. Son téléphone, autrefois laissé à ma portée, était désormais verrouillé par un code qu'il ne partageait pas, ou posé face contre table. Je sentais une tension constante dans l'air, une chose invisible et pourtant palpable, comme l'électricité avant un orage. Mes nuits étaient peuplées d'insomnie, mon esprit tournait en boucle, cherchant des réponses à des questions que je n'osais même pas formuler. Parfois, je l'entendais au milieu de la nuit, parlant à voix basse dans le bureau, des conversations qu'il interrompait brusquement à mon approche. Des messages s'affichaient sur l'écran de son téléphone, des noms inconnus, des bribes de phrases que mon esprit torturé s'efforçait de reconstituer. Il était devenu froid, distant, indifférent à mes émotions. Mes larmes, mes craintes, mes tentatives de communication étaient accueillies par un regard vide ou un soupir exaspéré. Je me sentais transparente, comme si je n'existais plus pour lui. Le lit conjugal, autrefois le lieu de notre intimité, était devenu un vaste désert. Un jour, en faisant la lessive, j'ai trouvé une longue mèche de cheveux blonds sur son costume. Mes cheveux sont châtains. Une autre fois, c'était un parfum, suave et capiteux, qui n'était pas le mien. Ces découvertes étaient comme des coups de poignard silencieux, des preuves que mon corps refusait de croire. Ma gorge se serrait, mais je ne pouvais rien dire. La peur de sa réaction, la peur de la vérité, était plus forte que mon désir de savoir. Un après-midi, je me promenais sans but sur l'avenue Montaigne, cherchant un semblant de réconfort dans les vitrines des boutiques de luxe. Au loin, je l'ai vu. Monsieur Dubois. Il marchait, le bras passé autour de la taille d'une femme jeune, blonde, élégante.
Il riait, un rire léger et complice. Mon monde s'est arrêté. Mon cœur s'est emballé, une panique glaciale m'a envahi. Il l'a vu. Il a détourné la femme, son visage se crispant. Plus tard, à la maison, j'ai tenté de lui en parler, timidement. Il a explosé de colère. Tu inventes des choses, Evelyne. Tu es trop sensible, tu as besoin de te reposer. Tu vois des fantômes. Il m'a fait douter de mes propres yeux, de ma propre mémoire. J'étais déjà si faible, si isolé. Sa voix, pleine d'assurance, a eu raison de mes dernières certitudes. Je me suis réfugié dans le silence, portant le poids de ses doutes, seul, sans un mot pour les exprimer. C'était un secret lourd, suffocant. L'étau s'est resserré. La tension, qui avait flotté dans l'air pendant des mois, a finalement éclaté. Je me souviens de cette soirée, il y a quelques semaines à peine. Monsieur Dubois est rentré plus tôt que d'habitude, son visage était fermé, ses traits tirés. Il m'a regardé, non pas avec la colère habituelle, mais avec une froideur que je n'avais jamais vue, un regard vide de toute émotion. « Nous allons divorcer », a-t-il déclaré, sa voix était sans appel. « Et vous n'aurez rien. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre, un choc si brutal qu'il a paralysé mon corps, mon esprit. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien dit. Le désespoir était trop grand pour les larmes. Il a ensuite précisé ses intentions, chaque mot était une lame. Il allait s'assurer que je sorte de cette union les mains vides, qu'il utiliserait son influence, son argent, pour me rabaisser publiquement. Il m'empêcherait de trouver un avocat digne de ce nom. Personne ne voudra s'opposer à moi, Evelyne. Et même si c'était le cas, vous n'aurez jamais les moyens de payer leurs honoraires. Ces mots étaient une prophétie autoréalisatrice. J'ai essayé. J'ai appelé quelques noms que je connaissais, quelques cabinets d'avocats. Tous, poliment, ont refusé. Soit ils étaient déjà liés à Monsieur Dubois, soit le coût était exorbitant pour une femme sans ressources, sans avenir. J'étais sans défense, comme il l'avait toujours voulu. Les jours qui ont précédé le procès ont été un enfer silencieux. J'ai vécu dans la peur constante, chaque son, chaque ombre me faisait sursauter. Je me préparais à cette humiliation publique, à être la risée de tous. Je n'avais rien, ni argent, ni soutien, ni espoir. Mon sac à main, celui qui m'avait accompagné fidèlement toutes ces années, semblait le seul témoin de ma détresse. Je le serrais contre moi, comme un dernier rempart contre le vide. Je me rappelais ces mots, ceux qu'il avait tant de fois prononcés, « Tu n'es rien sans moi. Tu ne te relèveras jamais, Evelyne. Regarde comme tu es pathétique maintenant. » Chaque mot résonnait comme un coup près. J'étais un oiseau aux ailes brisées, incapable de prendre son envol. J'étais la femme qu'il avait fabriquée, petite, insignifiante, dépendante. La femme sans avocat, sans voix. Alors, je me suis assise dans cette salle d'audience, acceptant mon sort, pensant que la boucle était bouclée, que mon histoire touchait à sa fin dans la solitude la plus totale. J'attendais la sentence. Je me souviens de l'instant où Monsieur Antoine a prononcé ces mots, « Votre honneur, je représenterai Madame Lambert à partir de cet instant. » Une vague d'incrédulité a balayé la salle. Je l'observais, cet homme inconnu mais dont la présence dégageait une force tranquille, une assurance presque déroutante. Son calme était un contraste saisissant avec la tempête qui faisait rage en moi. Maître Leclerc, l'avocat de Monsieur Dubois, a bien tenté de protester, de s'accrocher à des points de procédure, mais Monsieur Antoine, avec une voix inébranlable et un regard perçant, a présenté des documents que je n'avais jamais vus. Il a expliqué, avec une clarté limpide, que sa présence était pleinement légale, et que l'urgence de la situation nécessitait une intervention immédiate pour assurer une représentation équitable. La juge, visiblement impressionnée par son aplomb et la solidité de ses arguments, a finalement concédé. C'est à ce moment-là que Monsieur Dubois, l'homme qui se croyait invincible, a vu son sourire de victoire se figer, une fissure commençait à apparaître sur son masque d'arrogance. Je le sentais, ce frisson. Quelque chose avait changé,
l'air de la pièce s'était alourdi, mais cette fois-ci, ce n'était plus la peur qui m'étouffait. C'était une curiosité nouvelle, mêlée à une lueur, si petite soit-elle, d'espoir. Pendant la première suspension d'audience, alors que le brouhaha reprenait timidement, Monsieur Antoine s'est approché de moi. Son regard s'est adouci, d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. C'était un regard familier, un écho lointain d'un passé que j'avais cru éteint. Il a baissé la voix, juste assez pour que seules mes oreilles puissent l'entendre, un murmure qui a fait vibrer chaque fibre de mon être. « Evelyne, j'ai promis de revenir te chercher. Je n'ai jamais oublié. » Mon souffle s'est coupé. Evelyne. Personne ne m'appelait Evelyne depuis des décennies, sauf mon frère, ce petit garçon aux yeux profonds qui avait disparu de ma vie quand j'avais 9 ans. C'était lui. Mon frère, le garçon que j'avais pleuré, celui que j'avais cru perdu pour toujours. Une vague d'émotions m'a submergé, un mélange chaotique de joie, de douleur ancienne, de confusion. Je voulais le serrer dans mes bras, le frapper, lui demander toutes les questions qui m'avaient hanté pendant tant d'années. Mais le temps nous manquait, les regards se posaient sur nous, et je devais me contenter de l'incroyable réalité de sa présence. Ce n'était pas un rêve. Mon frère était là, transformé en cet avocat puissant, venu de nulle part. De retour dans la salle, l'ambiance était palpable. Monsieur Antoine a commencé son travail. Il a présenté des documents avec une précision clinique, sa voix était calme, mais chaque mot portait le poids d'une vérité implacable. Il a commencé par les finances. Il a parlé de transactions suspectes, de comptes non déclarés, des chiffres précis. « Votre honneur », a-t-il déclaré d'une voix posée, nos premières investigations révèlent des mouvements financiers importants, non répertoriés dans les déclarations de Monsieur Dubois. Des sommes s'élevant à plusieurs millions d'euros ont été transférées vers des comptes offshore, notamment en Suisse et au Luxembourg, sous des noms de sociétés écrans liées au groupe Dubois. Le choc a parcouru la salle. Monsieur Dubois a bondi de sa chaise, le visage écarlate. C'est ridicule. Il n'a aucune preuve. Monsieur Antoine ne l'a même pas regardé. Il a simplement glissé un dossier fin sur la table de la juge. Des preuves suffisantes, Monsieur Dubois. La juge a feuilleté les documents, ses yeux se rétrécissant. Monsieur Dubois, ces relevés montrent des mouvements financiers significatifs non déclarés dans vos divulgations. Monsieur Dubois a tenté de se défendre, sa voix tremblait de colère et de panique. Ce ne sont pas. Il fabrique des choses. Il bluffe. Son avocat, Maître Leclerc, lui a chuchoté de se taire. Puis, Monsieur Antoine a enfoncé le clou. Il a présenté des preuves de détournement de fonds du groupe Dubois, des sommes substantielles, pour financer le train de vie fastueux d'une certaine Madame Fournier. Votre honneur, ces fonds ont été utilisés pour acquérir des biens de luxe, des propriétés immobilières discrètes et des dépenses personnelles, au bénéfice de la maîtresse de Monsieur Dubois. Le murmure qui a suivi était assourdissant. La mâchoire de Monsieur Dubois s'est crispée, son visage est devenu blanc. L'arrogance avait fait place à une panique palpable. Il était pris au piège. La juge, après un long examen des documents, a finalement levé son marteau. Le tribunal prendra acte de ces nouvelles preuves. Nous allons suspendre la séance pour une révision approfondie des dossiers. C'était la première fois, depuis le début de ce cauchemar, que je sentais le sol bouger sous mes pieds, mais cette fois, en ma faveur. Monsieur Antoine se tenait à mes côtés, tel un pilier. Son retour, ses mots, ses actions. Tout cela réveillait en moi une force que j'avais cru à jamais perdue. Une force à laquelle je n'avais plus osé croire point et la cour a de nouveau suspendu l'audience, mais pour moi, il n'y a eu aucun répit. Monsieur Antoine m'avait emmené dans une pièce d'attente plus discrète, loin des murmures et des regards pesants qui s'attardaient sur moi. Son visage, bien que serein, portait l'empreinte d'une gravité nouvelle, comme s'il s'apprêtait à déterrer des horreurs insoupçonnées, enfouies sous les années. C'est là, dans ce silence relatif, que les vérités les plus cruelles ont commencé à se révéler, fragment par fragment, déchirant le voile de mes illusions. Mon frère n'était pas seulement un avocat redoutable.
Il était mon gardien, mon protecteur, celui qui, patiemment, avait rassemblé les fragments dispersés de ma vie. Evelyn, a-t-il commencé, sa voix était douce mais ferme, ses yeux ne me quittant pas, Maître Leclerc a essayé de t'attaquer sur ta santé mentale, n'est-ce pas? Il a évoqué ton passé, tes moments de faiblesse. J'ai hoché la tête, la gorge nouée par la honte, par le souvenir de cette période sombre où j'avais eu besoin d'aide. Oui, Monsieur Dubois avait toujours su exploiter cette faille, ce point vulnérable de mon existence. Mon frère a poursuivi, et ces mots ont résonné comme un gong dans ma mémoire. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en faisant cela, il a ouvert une porte que nous ne pouvions pas ouvrir autrement. Il nous a permis d'introduire des éléments cruciaux sur ton enfance, sur la raison de nos séparations, sur ce père que tu as tant idéalisé après sa disparition. Mon esprit s'est emballé, des images floues du passé se sont bousculées. J'avais toujours cru que ma mère et mon frère m'avaient abandonné, que mon père était un homme bon, juste malheureux. Mais la réalité était bien différente, et elle m'a frappé de plein fouet. Monsieur Antoine a décrit, avec une précision douloureuse, la violence de notre père, la peur constante qui régnait dans notre foyer, les interventions des services sociaux qui s'en étaient suivies. Tu n'étais pas une enfant difficile, Evelyn. Tu étais une enfant en danger. Ils t'ont retiré du foyer pour ta sécurité. Moi, j'ai fui pour tenter de te protéger, mais le système nous a séparés. Mon monde s'est écroulé une deuxième fois ce jour-là. Toute ma vie, j'avais porté le fardeau de la culpabilité, la honte d'être une enfant abandonnée. Et maintenant, cette vérité, brute et déchirante, me frappait de plein fouet, me libérant d'un poids invisible qui m'avait écrasé pendant des décennies. Mon anxiété, mes peurs, mes faiblesses, n'étaient pas les signes d'une fragilité intrinsèque. Elles étaient les cicatrices d'une survie. Mais les révélations de Monsieur Antoine ne se sont pas arrêtées là. Elles ont continué, chaque mot était une flèche atteignant le cœur de mes dernières illusions. Il a sorti d'autres documents, des preuves irréfutables de la machination de Monsieur Dubois. Tu te souviens de ces emplois pour lesquels tu as postulé après avoir quitté ton poste, ceux que tu n'as jamais obtenus? J'ai frissonné, comment pouvait-il savoir? 3 entreprises t'ont rejeté, Evelyn, a-t-il affirmé, sa voix était empreinte d'une indignation froide, parce que Monsieur Dubois avait appelé avant. Il a délibérément saboté tes opportunités d'emploi pour te maintenir sous son contrôle, financièrement, émotionnellement. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Ce n'était pas ma faute. Ce n'était pas mon manque de compétences. C'était lui. Il avait non seulement brisé ma confiance, mais aussi mon avenir professionnel, pièce par pièce. J'étais une prisonnière, et les murs de ma prison avaient été construits par l'homme qui se disait mon mari. Puis, une autre horreur. Monsieur Antoine a posé un dossier sur la table, ses yeux fixés sur moi. Il a accédé à tes notes de thérapie confidentielles, Evelyn. J'ai eu un haut le cœur. Comment? Comment avait-il osé? Il a simulé agir en ton nom, a obtenu un accès frauduleux, et a utilisé ces notes pour construire un faux récit sur ta santé mentale. Non seulement pour les employeurs, mais pour les assureurs, pour les institutions financières, et oui, même pour ce divorce. Chaque insécurité que j'avais ressentie, chaque moment où j'avais cru perdre la raison, il l'avait orchestré. Il avait volé des morceaux de ma réalité pour les transformer en armes contre moi. Il n'avait pas simplement manipulé mes finances, il avait manipulé mon identité, mon essence même. Mon sang s'est glacé dans mes veines. C'était une cruauté au-delà de l'entendement. Monsieur Antoine a fait une pause, son regard était compatissant, comme s'il s'apprêtait à me délivrer le coup de grâce. Et il y a autre chose, Evelyn. Quelque chose qu'il a caché parce qu'il savait que cela pourrait le détruire. Mon cœur battait la chamade, anticipant le pire. Tu te souviens comment il disait toujours que vous n'étiez pas prêt pour avoir des enfants? Comment il refusait toutes nos discussions sur le sujet, invoquant la stabilité, le bon moment? J'ai hoché la tête lentement, les yeux rivés sur lui, un pressentiment glacial me traversant. Monsieur Dubois a subi une évaluation de fertilité il y a 2 ans.
Mon frère a posé un dossier fin, plus fin que les autres, mais son contenu était d'une lourdeur insupportable. Il ne te l'a pas dit, Evelyne, parce que c'est lui qui avait le problème, pas toi. Mes poumons se sont contractés. Il m'avait menti. Il m'avait fait croire que j'étais le problème, que je n'étais pas assez bien pour lui donner des enfants. La douleur était si vive, une douleur qui allait au-delà de la colère, de la trahison. C'était le deuil d'une version de moi-même qui avait pleuré seule dans les salles de bain, se demandant pourquoi elle n'était pas complète, pas suffisante. Le vide qu'il avait créé en moi, il l'avait nourri de ses propres mensonges. Il avait besoin de me croire inférieur pour se sentir supérieur. Et puis, le coup de grâce. Celui qui a fait basculer la balance du tout au tout, transformant ma détresse en une force que je n'avais jamais osé imaginer. Le groupe Dubois, a dit Monsieur Antoine, sa voix était devenue plus grave, emplie d'une détermination implacable, l'empire qu'il a bâti sur son nom, n'est pas entièrement à lui, légalement. Il a transféré la propriété, une partie très significative, à ton nom, Evelyne, il y a 18 mois. J'ai cligné des yeux, incapable de saisir la portée de ces mots. Quoi? Pourquoi? Monsieur Antoine m'a tendu le dernier document, un acte de transfert de propriété notarié, dont la lecture a fait chavirer mon monde. Il l'a fait pour éviter toute responsabilité légale. Il y avait une enquête fédérale imminente. Il t'a utilisé comme bouclier. Mon monde a basculé, violemment. Il m'avait utilisé. Pas pour l'amour, pas même pour le prestige. Pour se protéger lui-même. La moitié de son empire, Evelyne, a-t-il affirmé, sa voix était lourde de signification, vous appartient déjà. Des centaines de millions d'euros. Je ne pouvais plus bouger, ni cligner des yeux, ni même respirer. La femme que j'avais été, celle qui pensait n'avoir rien, se retrouvait soudain détentrice d'une telle puissance. La vérité, une vérité cruelle et inattendue, pulsait à travers moi comme une électricité froide. J'étais non seulement la victime d'abus, mais aussi une cible calculée, une pièce sur son échiquier. Et toute notre histoire, chaque mot doux, chaque geste attentionné, tout cela n'était qu'une mise en scène macabre. J'ai senti mes genoux fléchir, mais une main ferme m'a retenu. C'était Monsieur Antoine. J'ai fermé les yeux, sentant la douleur déchirer mon âme. Je ne peux pas faire ça, ai-je murmuré, ma voix était un filet de son. Tout s'effondre. Ma vie, mon mariage, ma réputation. Il m'a ruiné. Et maintenant, tout le tribunal sait tout. Monsieur Antoine a serré mes épaules avec une force réconfortante. Il n'a rien ruiné, Evelyne. Il s'est exposé lui-même. Mais je secouais la tête avec violence, mon esprit se débattait. Les gens ne voient que ce qu'il dit depuis des mois. Que je suis faible, instable, inutile. Et s'ils avaient raison. La mâchoire de mon frère s'est serrée d'une douleur que je ne comprenais pas encore tout à fait. Ils n'ont pas raison. Monsieur Dubois t'a manipulé pour te faire croire cela. La graine du doute avait pris racine si profondément en moi. Des années de paroles rabaissantes, de diminution, de correction, de rejet. Monsieur Dubois avait remodelé ma réalité jusqu'à ce que je ne fasse plus confiance à ma propre voix. J'aurais dû le voir plus tôt, ai-je chuchoté, les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues. J'aurais dû partir. J'aurais dû me battre. J'aurais dû. Monsieur Antoine m'a interrompu doucement, son regard était plein de compassion. Il t'a isolé. C'est ce que font les hommes comme lui. Ses mots étaient fermes, protecteurs, ancrant ma conscience dans une réalité nouvelle. Mais qu'est-ce qui se passe si ça tourne mal, ai-je demandé, mes mains tremblaient, ma peur était palpable. Et s'il s'en sortait? Et s'il me faisait payer pour ça? Mon frère a exhalé lentement, puis son ton a changé, devenant plus ferme, plus protecteur. Tu as vécu dans la peur de lui si longtemps que tu ne te souviens plus ce que ressent le pouvoir. Mais tu l'as maintenant. Mes larmes ont coulé plus fortes encore, car je ne me sentais pas puissante. Je me sentais brisée,
éclaté en 1000 morceaux qui n'appartenaient plus à une seule personne. Je ne sais plus comment être forte, ai-je murmuré, la voix brisée. Monsieur Antoine s'est abaissé à ma hauteur, nos yeux à la même hauteur. La force n'est pas toujours bruyante, Evelyne. Parfois, c'est juste de survivre assez longtemps pour se relever. Ma respiration était inégale, saccadée. Je ne crois pas pouvoir me relever. Alors, je te tiendrai debout jusqu'à ce que tu puisses le faire. Ce sont ces mots simples qui m'ont finalement fait craquer. Des mots que personne ne m'avait dit depuis des années. Pas depuis que le garçon que j'adorais avait disparu de ma vie. Le poids de tout cela m'a frappé d'un coup. La trahison. L'humiliation. Les années perdues avec un homme qui m'avait vidé de ma substance sans laisser de bleu. Le vide de marcher sur des œufs dans ma propre maison. La vérité que j'avais été seul bien avant que Monsieur Dubois ne demande le divorce. J'ai couvert mon visage de mes mains, un sanglot déchirant s'est échappé de ma poitrine, brut et douloureux. Monsieur Antoine est resté à mes côtés, sans me toucher, sans m'envahir, juste là, une présence solide dans un monde auquel je ne faisais plus confiance. Quand j'ai finalement baissé les mains, mes yeux étaient rouges et gonflés, ma voix était à peine un murmure. Pourquoi a-t-il fallu que je perde tout pour réaliser que je n'avais rien du tout? La voix de Monsieur Antoine était calme, empreinte de sagesse. Parce que parfois, il faut voir les ruines pour comprendre ce qui n'a jamais été réel. J'ai essuyé mes joues, avalant difficilement. Quelque part au plus profond de moi, sous la peur et le chagrin, une étincelle a vacillé. Petite, fragile, mais vivante. Et Monsieur Antoine l'a vu aussi. Il s'est levé et m'a tendu la main. Viens. Nous retournons là-bas. Et cette fois, tu ne lui feras pas face seul. J'ai inspiré avec difficulté, je me suis redressé, me sentant une force nouvelle dans mes membres, et j'ai pris sa main. Mon effondrement était terminé. Ma montée était sur le point de commencer. Si vous êtes encore à l'écoute, je vous prie de bien vouloir laisser un commentaire avec le chiffre 1 minute ci-dessous. Votre présence à mes côtés est mon plus grand soutien et la raison pour laquelle je peux continuer à vous raconter la dernière partie de cette histoire. Après les révélations bouleversantes de la veille, le monde autour de moi semblait à la fois étrangement net et confus. Mon frère Antoine m'avait laissé le temps d'absorber la vérité, cette vérité qui avait fait éclater toutes mes illusions. Le sentiment d'être brisé persistait, comme un écho lointain, mais à ses côtés, une nouvelle sensation prenait forme, une force froide et déterminée. Antoine avait vu au-delà de mes larmes, au-delà de ma peur. Il avait vu la femme que j'aurais dû être, celle que Monsieur Dubois avait tenté d'étouffer. Il m'a suggéré de rencontrer quelqu'un, une femme du nom de Mara, présentée comme une consultante en images, spécialiste de la préparation aux crises. J'étais sceptique. Quelle importance pouvait bien avoir mon apparence maintenant que ma vie était à vif, exposée au grand jour? Mais Antoine a insisté, avec cette sagesse tranquille qui lui était propre. Il ne s'agit pas de te changer, Evelyne. Il s'agit de te révéler. Il ne s'agit pas de ce que les autres voient, mais de ce que tu vas te permettre de voir en toi. J'ai finalement accepté, une étincelle de curiosité l'emportant sur ma résignation. Mara était une femme élégante, aux gestes mesurés, son regard était doux mais perçant. Elle ne m'a pas transformé en quelqu'un d'autre. Elle a simplement aidé à dégager la femme qui était enfouie sous les couches de peur et de honte. Elle a choisi un blazer de couleur anthracite, une blouse de soie couleur ivoire, des bijoux discrets. Mon maquillage était léger, mes cheveux, coiffés simplement, encadraient mon visage avec douceur. Le processus a été lent, méticuleux, un rituel presque méditatif. Et puis, est venu le moment de me regarder dans le miroir. Ce fut un choc. Le reflet n'était pas celui de la femme fragile, épuisée, que je connaissais. Cette femme devant moi avait l'air posée, intelligente, capable. Non pas brisable, non pas oubliable, non pas jetable. Monsieur Antoine s'est placé derrière moi, son reflet apparaissait à côté du mien. « Te voilà » a-t-il dit doucement. Mes yeux brûlaient, non pas de tristesse, mais d'un éveil.
Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me voyais non pas comme quelqu'un qui survivait à une tempête, mais comme quelqu'un capable d'y mettre fin. Cette nouvelle perception de moi-même a ancré une détermination inébranlable. Je n'étais plus une proie. J'étais une force en mouvement, silencieuse, mais redoutable. Monsieur Antoine et moi avons passé des heures à affiner notre stratégie. Il ne s'agissait plus seulement de me défendre, mais de prendre le contrôle, de renverser la situation. Et le terrain de jeu le plus symbolique pour cela était l'empire de Monsieur Dubois lui-même. Nous allons convoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration du groupe Dubois, a-t-il annoncé. Et tu y siégeras, Evelyne, en tant que propriétaire majoritaire légitime. L'idée était audacieuse, presque folle. Confronter Monsieur Dubois sur son propre terrain, dans son sanctuaire, là où il se sentait le plus intouchable. C'était une décision que je n'aurais jamais pu prendre seul, mais avec Antoine, le chemin s'éclaircissait. Il a passé les appels nécessaires, invoquant mon autorité légale. Les membres du conseil, d'abord confus, puis intrigués, ont finalement accepté de se réunir le lendemain matin au 42e étage du groupe Dubois, là où il avait bâti sa forteresse, sa scène, sa fierté. J'ai senti une chaleur étrange monter en moi, une anticipation froide. Monsieur Dubois ne s'attendait pas à cela. Il s'attendait à ce que je me cache, que je continue de me consumer dans la honte. Il allait devoir faire face à une réalité qu'il avait lui-même créée, une réalité qu'il n'avait jamais vue venir. Le lendemain matin, les 42 étages du groupe Dubois, situés au cœur de la Défense, semblaient plus froids que d'habitude, comme si le bâtiment lui-même pressentait un changement radical. Les vastes baies vitrées offraient une vue imprenable sur les toits de Paris, le soleil matinal découpait des lignes nettes sur la longue table de chêne du conseil d'administration. Un par un, les membres du conseil sont arrivés, chuchotant entre eux. Ils avaient tous reçu la même convocation surprise, réunion extraordinaire convoquée par la propriétaire majoritaire, Madame Lambert. La plupart ne m'avaient jamais rencontré. Certains ignoraient même mon existence. Ils s'assirent, incertains, ajustant leurs montres, lissant leurs costumes, attendant des réponses. La tension s'est épaissie lorsque l'ascenseur a tinté et que Monsieur Dubois a fait irruption. Il ne marchait pas, il marchait d'un pas furieux. Son visage était rougi, ses cheveux en bataille, son costume froissé comme s'il avait dormi dedans. Il a claqué la porte de la salle du conseil avec une telle force qu'elle a tremblé. Quelle sorte de mauvaise blague est-ce, a-t-il lancé. Une réunion convoquée par Evelyne? Elle n'a aucune autorité. Elle n'a rien à voir avec cette entreprise. Quelques membres du conseil ont échangé des regards inquiets. Ils avaient lu les documents que Monsieur Antoine leur avait fait parvenir la veille. Ils connaissaient la vérité, du moins en partie. Monsieur Dubois, a commencé l'un des plus anciens administrateurs, doucement. Si les documents sont exacts, elle. Ce n'est pas exact, a aboyé Monsieur Dubois, arpentant la pièce comme un animal en cage. Là, elle m'a manipulé. Elle m'a piégé pour signer. C'est alors que la porte s'est ouverte de nouveau. Je suis entré. Des murmures ont parcouru la pièce. Je portais le blazer anthracite, la blouse de soie ivoire. Une confiance tranquille émanait de moi, éclipsant même le panorama de Paris derrière les fenêtres. Monsieur Antoine me suivait d'un pas, portant un dossier mince. Monsieur Dubois s'est figé en plein mouvement. « Vous n'avez pas votre place ici », a-t-il grogné. J'ai soutenu son regard sans ciller. « C'est ce que nous laisserons le conseil décider. » Des murmures ont éclaté. Quelques administrateurs se sont penchés en avant, intrigués. Monsieur Dubois a claqué son poing sur la table. « C'est mon entreprise. » Monsieur Antoine a répondu calmement. « Légalement, elle est à elle. » Il a glissé des copies de l'acte de transfert notarié sur la table. Un par un, les membres du conseil ont soulevé les documents, leurs sourcils se sont levés, leurs yeux se sont écarquillés. Monsieur Dubois a arraché une feuille des mains d'un administrateur. « C'est fabriqué. » J'ai exhalé lentement. « C'est votre signature, Monsieur Dubois. Vous l'avez fait pour cacher des actifs.
Maintenant, elle vous expose. Un rire étouffé, mais audible, a échappé à un administrateur. Le visage de Monsieur Dubois s'est tordu. Vous pensez que cela signifie quelque chose? Le public me croit. La presse me croit. Il pense que vous m'avez détruit. J'ai fait un pas vers lui, ma voix était douce mais ferme. Alors pourquoi êtes-vous celui qui s'effondre? Un silence lourd est tombé. Monsieur Antoine a posé son dossier sur la table. Si le Conseil veut bien se référer à la page 12, vous y trouverez des preuves que Monsieur Dubois a détourné des actifs de l'entreprise vers l'étranger. Il a jeté un coup d'œil à Monsieur Dubois. Ainsi que des courriels désignant Madame Lambert comme co-conspiratrice, à son insu. Monsieur Dubois a fait un mouvement brusque. Vous mentez. Monsieur Antoine n'a pas scié. La police d'État possède les mêmes documents. Un membre du conseil s'est raclé la gorge. Monsieur Dubois, est-ce vrai? La bouche de Monsieur Dubois s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Son monde, bâti sur le contrôle et les secrets, s'écroulait plus vite qu'il ne pouvait le rafistoler. Je me suis tourné vers la pièce. Je n'ai pas demandé cette entreprise. Je ne savais même pas qu'elle m'avait été transférée. Mais maintenant que je le sais, je ne la laisserai pas brûler à cause de ses actions. Les administrateurs ont échangé des regards silencieux et chargés de sens. J'ai continué. Aujourd'hui, ce conseil votera pour savoir si Monsieur Dubois reste le PDG. Il a grommelé d'horreur. Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Antoine a répondu. Là elle le peut, et elle le fera. Un administrateur s'est penché en arrière, exhalant. Compte tenu des preuves, un vote semble approprié. La fureur de Monsieur Dubois a ricoché dans la pièce. Vous voulez faire ça? A-t-il grondé. Bien, vous le regretterez. Je l'ai coupé. Non, Monsieur Dubois. J'ai passé des années à regretter. Plus maintenant. Et pour la première fois de sa vie, Monsieur Dubois a réalisé qu'il était sur le point de perdre le trône qu'il avait bâti sur des mensonges. Le conseil d'administration venait de se vider, laissant Monsieur Antoine et moi seuls dans le vaste bureau, au milieu des échos persistants de tout ce qui venait de se produire. Je me tenais près de la fenêtre, observant la ville en contrebas. Pour la première fois, je ne regardais pas Paris avec ce sentiment d'être englouti, mais comme un espace où l'on pouvait respirer. Mon frère s'est approché, son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, puis a hésité, d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Qu'est-ce que c'est? L'ai-je demandé. Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il s'est rapproché, baissant la voix. Il y a quelqu'un en bas qui demande à te voir. Mes sourcils se sont levés. Et qui? Monsieur Antoine a exhalé lentement. Quelqu'un de notre passé. Mon cœur a raté un battement. Antoine, est-ce que c'est? Non, a-t-il dit doucement, comprenant instantanément où mon esprit s'était envolé. Pas lui. Quelqu'un d'autre. Il a fait un signe vers le couloir. Je l'ai suivi, mes nerfs se tendaient à chaque pas. Nous avons pris l'ascenseur express jusqu'au hall d'entrée. Les portes chromées polies se sont ouvertes sur un espace d'accueil étonnamment calme. C'est alors que je me suis figé. Une femme se tenait près du coin salon, la cinquantaine, des cheveux blonds grisonnants tirés en un chignon bas, les mains jointes devant elle, comme si elle ne leur faisait pas confiance pour ne pas trembler. Ses yeux, doux, incertains, se sont levés lorsqu'elle m'a vu. Ses yeux étaient familiers. Inconfortablement familiers. La femme a avalé sa salive. Evelyne, tu as tellement grandi. Ma respiration s'est coincée dans ma gorge. Je suis désolé. Je vous connais? Monsieur Antoine s'est avancé, sa voix était tendue. C'est notre mère. Les mots ont frappé l'air comme une onde de choc. J'ai reculé d'un pas, non. Non, ce n'est pas possible. Elle est morte. On m'a dit qu'elle était morte. Les yeux de la femme se sont emplis de larmes. Je sais,
et je suis tellement désolé. Je n'ai pas choisi de vous quitter. Je n'ai rien choisi de tout cela. Mon pouls battait à tout rompre. J'ai regardé Monsieur Antoine, cherchant une assurance, une clarté, n'importe quoi. Il a hoché la tête une fois. C'est elle. Je l'ai confirmé avec les documents que nous avons trouvés. Je me suis tourné de nouveau vers cette femme, cette étrangère qui partageait mes yeux, mes pommettes, mes expressions silencieuses. Mon estomac s'est tordu d'émotions que je ne pouvais pas nommer. Colère, chagrin, curiosité, peur, tout entrelacé dans un impossible. « Pourquoi êtes-vous ici ?» ai-je murmuré. Après tout ce temps. Les mains de la femme tremblaient. Parce que j'ai entendu ton nom aux informations. Et dès que je l'ai entendu, j'ai su que je ne pouvais plus rester loin. Pas quand la vérité était enfin révélée. Quelle vérité, ai-je exigé. La femme a pris une respiration tremblante. Votre père n'était pas le seul monstre dans cette maison. Monsieur Antoine s'est raidi à mes côtés. La femme a poursuivi, sa voix se brisant. Il a menacé ma vie. Il m'a dit que si j'essayais de vous contacter, il vous ferait du mal à tous les deux. Il m'a forcé à partir. Il m'a fait disparaître. J'ai voulu revenir. J'ai essayé, mais chaque tentative vous mettait en danger. J'ai senti mes genoux s'affaiblir. Le sol sous mes souvenirs d'enfance se déplaçait de nouveau, se fissurant à de nouveaux endroits. La femme s'est rapprochée, les larmes coulaient librement sur ses joues. Je n'attends pas le pardon. J'avais juste besoin que vous sachiez que je ne vous ai pas abandonné. Je n'ai jamais cessé de vous aimer. Je vous ai observé de loin chaque fois que je le pouvais. Et quand je vous ai vu tenir tête à un homme comme Monsieur Dubois, j'ai réalisé que vous étiez devenu tout ce que j'avais prié que vous soyez. Forte, courageuse, incassable. J'ai avalé difficilement. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ça? La femme a fouillé dans son sac et en a sorti une enveloppe mince. Parce que, a-t-elle dit doucement, il y a autre chose que tu dois savoir. Quelque chose à propos de Monsieur Dubois. Quelque chose à propos de pourquoi il t'a choisi. Monsieur Antoine s'est raidi. Ma respiration s'est coupée. De quoi parlez-vous? La femme a tendu l'enveloppe. Tu n'as pas été choisi par hasard, a-t-elle murmuré. Monsieur Dubois t'a ciblé. Mon monde s'est fracturé de nouveau, et cette fois, la vérité qui attendait à l'intérieur de cette enveloppe pourrait tout changer pour toujours. L'enveloppe me semblait trop légère pour contenir quelque chose qui pouvait briser un être humain. Pourtant, mes doigts tremblaient en la prenant. Ma mère, cette étrangère qui n'en était pas une, me regardait avec des yeux remplis d'excuses, de peur, et de quelque chose de plus profond. Une urgence. Monsieur Antoine planait près de moi, tendu. Evelyne, tu n'es pas obligée de l'ouvrir tout de suite, mais je l'ai fait. Je devais le faire. Chaque instinct me disait que ce qui se trouvait à l'intérieur reliait chaque fil de cruauté, chaque manipulation, chaque question qui m'avait hanté pendant des années. J'ai glissé un doigt tremblant sous le rabat et j'ai sorti une mince pile de documents. La première page était une photographie, granuleuse, ancienne, clairement prise sans permission. C'était moi, une Evelyne beaucoup plus jeune, peut-être 19 ans, travaillant un service dans un restaurant de banlieue. Mon estomac s'est retourné. Qu'est-ce que c'est? Ma mère a avalé difficilement. Elle commence par la page suivante. Monsieur Antoine s'est penché tandis que je tournais la page. Un rapport d'un détective privé engagé par Monsieur Dubois. Date, 7 ans avant notre première rencontre. Ma respiration s'est coupée. Il me connaissait. Ma mère a hoché la tête douloureusement. Bien avant que tu ne le rencontres. J'ai continué à lire, chaque ligne plus froide que la précédente. Le sujet présente des signes d'isolement social. Aucune connexion familiale stable détectée. Faible filet de sécurité financière. Antécédent de traumatisme. Probablement vulnérable émotionnellement. Cible potentielle pour la manipulation relationnelle.
Recommandation, forte aptitude à la manipulation affective. Les mots se sont brouillés alors que la bile montait dans ma gorge. Non, ai-je murmuré. Non, ce n'est pas possible. Mais c'était réel. Monsieur Antoine a serré les poings, la fureur bouillonnait sous la surface. Il t'a profilé. Il t'a observé. Il t'a choisi parce qu'il pensait que tu étais facile à briser. Ma mère s'est couverte la bouche, les larmes coulaient. Je ne l'ai su que des années plus tard. J'ai essayé de te prévenir, mais je n'avais aucun moyen de te joindre. J'ai reculé d'un pas, agrippant le bord du bureau d'accueil pour rester debout. Mes poumons luttaient pour respirer. Ma peau picotait de nausée et d'horreur. Monsieur Dubois ne m'avait pas seulement épousé. Il n'était pas tombé amoureux. Il n'était pas devenu distant. Il m'avait chassé comme une proie. Toute ma relation, chaque moment doux, chaque gentillesse, chaque excuse, tout cela semblait soudain empoisonné, scénarisé, conçu. Pas de l'amour, jamais de l'amour. Il m'a étudié, elle chuchotait, ma voix était creuse. M'a planifié? M'a sélectionné. Ma mère sanglotait en silence. Oui. La voix de Monsieur Antoine est devenue sombre. Cela va au-delà de l'abus. C'est prédateur, calculé, criminel. J'ai cligné des yeux, luttant contre les larmes. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ferait-il ça? Ma mère a hésité. À cause de ton père. Mon cœur s'est arrêté. Et qu'est-ce que mon père a à voir avec Monsieur Dubois? Monsieur Antoine s'est tourné brusquement vers ma mère. Et expliquez maintenant. Ma mère s'est frotté les mains, sa voix tremblait. Ton père devait de l'argent dangereux, à des hommes qui finançaient de jeunes start-up technologiques, des hommes liés aux premiers investisseurs de Monsieur Dubois. Mon pouls battait à tout rompre. Ma mère a poursuivi. La première entreprise de Monsieur Dubois a failli s'effondrer. Il avait besoin de quelqu'un qu'il pouvait contrôler. Quelqu'un qu'il pouvait utiliser légalement comme bouclier si les choses tournaient mal. Quelqu'un sans ressources, sans soutien, sans famille pour la défendre. Une froide réalisation s'est répandue dans mon corps comme un poison. Il m'a ciblé parce que j'étais seul. Ma mère a hoché la tête, sanglotant. Oui, parce qu'il pensait que personne ne viendrait jamais pour toi. Le silence a pressé dans la pièce, épais et lourd. Monsieur Antoine s'est rapproché, sa voix était basse, contrôlée, tremblante de rage contenue. Il a sous-estimé une chose. J'ai levé les yeux, vitreux, mais brûlants. Quoi? Monsieur Antoine a soutenu mon regard. Tu n'es plus seul. Quelque chose en moi s'est brisé, mais pas de la manière habituelle. Pas dans la douleur. Dans un éveil. Je me suis redressé, serrant le dossier plus fort. Si Monsieur Dubois m'avait choisi parce que j'étais seul, alors il allait apprendre ce qui se passe quand la fille qu'il avait chassée devient une femme qui se bat. Et le règlement de compte final approchait point le jour de l'audience finale, le tribunal de grande instance de Paris était de nouveau en effervescence. Les camions de presse bordaient la rue, les journalistes se pressaient derrière les barrières, leurs objectifs pointés vers l'entrée, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Mais cette fois, je ne tremblais pas. Je suis arrivé vêtu d'un manteau noir ajusté, le reflet des grandes portes vitrées s'est estompé à mon passage. Monsieur Antoine marchait à mes côtés, protecteur sans m'éclipser. Ma mère, plus silencieuse, un peu incertaine de sa place, nous suivait à quelques pas. Je n'entrais plus comme l'épouse de quelqu'un, ni comme une cible, ni comme une victime. J'entrais comme une femme qui reprenait sa vie. À l'intérieur de la salle d'audience, Monsieur Dubois était assis, menotté entre deux agents de l'État. Son costume, autrefois si cher, pendait maladroitement sur lui, froissé, défait. Ses yeux balayaient la pièce, évitant mon regard. La juge est entrée. Nous sommes ici pour finaliser la distribution des actifs et aborder les conclusions pénales. L'avocat de Monsieur Dubois, son troisième en 2 semaines, s'est levé, sa voix était tendue.
Votre honneur, nous demandons la clémence. Mon client était sous une pression personnelle intense, confronté à des menaces financières. Monsieur Antoine s'est levé avec aisance. Votre honneur, les preuves sont accablantes. Monsieur Dubois a sciemment manipulé Madame Lambert, a utilisé son identité pour se protéger des répercussions légales et a orchestré une relation prédatrice fondée sur la tromperie. Ces actions étaient intentionnelles, jamais accidentelles. La juge a hoché la tête gravement. Monsieur Dubois, veuillez vous lever. Monsieur Dubois s'est levé, ses poignets tremblaient sous les menottes. La juge a poursuivi. En raison de la découverte d'une manipulation ciblée, de documents falsifiés, d'une faute financière et d'une usurpation d'identité, le tribunal statue comme suit. Madame Lambert se voit accorder la propriété entière et incontestable du groupe Dubois. Madame Lambert recevra une restitution complète pour les dommages subis. Monsieur Dubois fera face à des poursuites pénales en vertu des lois nationales et fédérales. Un murmure de choc et d'approbation a rempli la pièce. Monsieur Dubois a craqué. « Vous ne pouvez pas faire ça », a-t-il crié, luttant contre les agents. « Elle n'était rien. Je l'ai créé. » La juge a frappé de son marteau. « Vous avez fait vos choix, Monsieur Dubois. Maintenant, vous en ferez face aux conséquences. » Les agents l'ont tiré en arrière. La voix de Monsieur Dubois s'est brisée, désespérée. « Evelyne, s'il vous plaît, ne les laissez pas tout prendre. J'ai rencontré son regard une dernière fois. Non pas avec colère, non pas avec peur. Avec une conclusion. Vous m'avez pris des années de ma vie, ai-je dit doucement. Mais vous n'aurez plus un seul jour de plus. » Les genoux de Monsieur Dubois ont fléchi. Les agents l'ont soutenu alors qu'il était escorté hors de la salle d'audience. Ses cris ont résonné dans le couloir, s'estompant comme les derniers vestiges d'une tempête. Et puis, le silence. Un silence que j'avais attendu toute ma vie. Monsieur Dubois fut traîné hors de la salle, ses cris s'estompant dans le lointain, comme les derniers rugissements d'une tempête mourante. Puis, le silence. Un silence que Madame Lambert avait attendu toute sa vie. À l'extérieur, les journalistes se précipitèrent. « Madame Lambert, avez-vous une déclaration ? Que ferez-vous de l'entreprise ? Que pensez-vous du verdict d'aujourd'hui ?» Madame Lambert s'avança vers le podium que Monsieur Antoine lui avait préparé. Sa voix était calme, posée, inébranlable. « J'ai passé des années à croire que je n'étais pas assez bien. Aujourd'hui, je souhaite que quiconque m'écoute comprenne ceci, on peut vous briser, vous mentir, et essayer de contrôler votre vie, mais on ne peut pas vous définir. C'est vous qui vous définissez. Et quelle que soit l'obscurité, vous pouvez vous relever. » La foule se tut, émue. Elle recula. Monsieur Antoine lui toucha brièvement la main, l'encriant. Sa mère s'approcha, timide mais pleine d'espoir. « Evelyne, pouvons-nous essayer de nouveau ? Pas le passé, juste un nouveau départ. » Madame Lambert la regarda, vraiment, et hocha la tête. « Nous pouvons essayer. » Alors qu'ils marchaient vers la voiture qui les attendait, la lumière de fin d'après-midi frappait les toits de Paris, chaude et dorée, comme si la ville elle-même l'accueillait enfin dans la vie qu'elle méritait. Madame Lambert inspira profondément. Plus de tempête, plus de peur, plus de silence. Juste la liberté, la vérité, les commencements. Et tandis que les portes du palais de justice se refermaient derrière elle, scellant le passé là où il devait être, Madame Lambert entra dans son futur, entière, intacte, et enfin libre. Dans le sillage de cette histoire, quelques vérités s'imposent à notre réflexion, discrètes mais fondamentales. Monsieur Dubois n'a pas sombré faute de richesse ou de pouvoir, mais parce qu'il a mesuré l'être humain à l'aune des apparences et des positions sociales. Son erreur fatale fut de mépriser la femme qu'il avait choisie, la réduisant à un simple rôle dans son propre théâtre. Son arrogance l'a aveuglé, lui dérobant la perception de la véritable valeur des cœurs et des esprits. La dignité est une monnaie que les comptes en banque ne peuvent ni acheter ni évaluer. Plus profondément encore,
la trahison et la manipulation de Monsieur Dubois ne révélaient pas une faiblesse intrinsèque de Madame Lambert, mais plutôt l'écho de ses propres incertitudes, d'un ego si fragile qu'il ne pouvait concevoir l'autonomie d'autrui. Il avait un besoin viscéral de se sentir indispensable, de contrôler pour exister. Face à une femme d'une force tranquille, silencieuse mais résolue, son monde, bâti sur des mensonges et des peurs inavouées, ne pouvait que s'écrouler. Pourtant, la victoire la plus éclatante de Madame Lambert ne fut point la revanche éclatante ni l'humiliation publique. Sa véritable grandeur résida dans sa capacité à préserver son intégrité, à se retirer sans un mot de reproche, sans la moindre explication superflue, et à se réaligner avec ses propres valeurs. Sa quête n'était pas de détruire, mais de se reconstruire, de prouver que la noblesse d'âme se trouve non pas dans le pouvoir exercé sur les autres, mais dans la souveraineté retrouvée sur soi-même. La vie nous enseigne que la véritable force n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. N'est-ce pas là la plus belle des libertés? Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. L'histoire de Madame Lambert s'achève ici. Que pensez-vous des choix de Madame Lambert? Auriez-vous agi différemment à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je lis toujours chacun de vos mots. Si ce récit vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de le partager avec une personne qui, vous le croyez, serait également émue, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être la vôtre. Cette histoire est fictive, et les actions présentées ne doivent pas être reproduites dans la vie réelle, regardez-la comme une réflexion sur les relations humaines.